Eh bien, moi, pour ceux qui le sauraient pas ou l'auraient oublié, ben, je suis le collègue de Françoise David. Je l'ai dit, pas parce qu'avant je ne le pensais pas comme ça, mais avant c'était pas aussi clair pour tout le monde. Avant c'était pas clair pour tout le monde comme ça l'est pour nous depuis longtemps, que le Québec a besoin le 5 septembre prochain d'une première ministre qui s'appelle Françoise David. Malheureusement, en société, on n'a pas toujours ce qu'on veut. Puis le Québec, peut-être le 5 septembre, n'aura pas Françoise David comme première ministre. Mais ce qui est certain, c'est que les gens de Gouin, le 5 septembre prochain, auront comme députée Françoise David à l'Assemblée nationale. En fait, ça, nous, on le savait déjà avant le débat des chiffres. Parce que je vais vous rassurer, ça va très bien, c'est une formidable campagne. C'est tout près de 200 bénévoles dans Hochelaga-Maisonneuve, dans Sainte-Marie-Saint-Jacques, dans Gouin. Dans Mercier, vous êtes les bienvenus, mais disons qu'on va aller mettre ces énergies ailleurs. Donc, Laurier-Dorion, Gouin, Sainte-Marie-Saint-Jacques, Hochelaga-Maisonneuve. Je vous les nomme parce que je sais que vous avez des amis à Montréal, vous avez de la famille. Il faut les appeler. Il faut que Québec solidaire est en bonne position pour gagner non seulement Mercier, pour gagner non seulement Gouin, mais aussi d'aller arracher Laurier-Dorion aux libéraux. Laurier-Dorion, pour ceux qui ne savent pas, là, c'est le quartier Villeray et Parc Extension. D'accord? Il y en a-tu qui ont des amis à Montréal? Yeah. De la famille? Bon, il faut les appeler. Leur demander eux aussi à appeler leurs amis dans Parc-Ex, dans Villeray. Sainte-Marie-Saint-Jacques, d'ailleurs, c'était notre troisième plus fort comté lors des élections de 2008 avec Manon Massé comme députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques le 5 septembre prochain. C'est pas des slogans, j'y crois, on y travaille. C'est pour ça que je viens moins souvent en région, là, de ce temps-ci. C'est parce qu'on veut absolument, là on peut gagner, percer. Puis, il y a un petit jeune qui s'appelle Alex. En fait, il y a une trentaine, il est plus haut que moi. Mais il est modeste peut-être, mais grande ambition. C'est un historien de formation qui travaille à la syndicalisation des jeunes Alexandre Leduc dans Hochelaga-Maisonneuve. Là aussi, on peut percer. Ça monte, ça monte, ça monte. Il y a un speed médiatique, un speed dans la rue. Puis on va essayer de tabler là-dessus. Mais c'est pas tout. Les gens de Tachereau. Vous connaissez Tachereau, c'est où? Le comté de Tachereau, c'est Québec. C'est alentour, en fait, l'Assemblée nationale, c'est dans le comté de Tachereau. Notre équipe dans Tachereau est très, très forte. On a parmi les meilleurs talents de Québec solidaire réunis là. Notre candidat, c'est Serge Roy, qui vient de publier un livre sur les services publics, sur ses 30 ans d'expérience dans les services publics. Or, ce qu'on nous dit, c'est que depuis le débat formidable, absolument époustouflant, de Françoise, dimanche dernier, ils ont commencé à appeler, puis les chiffres montent, puis il y a de l'espoir, même dans Tachereau. Et pourquoi pas dans Granby? Oui. Pourquoi pas dans Gros-Missisquoi? Lâchez-moi avec mon accent. Le sou de Granby ou le sou de Granby, c'est pareil. On m'avait dit de vous parler de la santé. Je pense qu'on n'a pas besoin de convaincre personne que c'est un des sujets de préoccupation majeure de tout le monde depuis tout le temps au Québec. En fait, c'est la même chose au Canada. On peut le dire ailleurs. Regardez, il y a un grand enjeu national aux États-Unis, justement à l'entour de ça. Les attentes de la population au Québec, bien sûr, sont plus élevées que les Américains. Les attentes de la population du Québec, à cause de l'idée qu'on se fait, nous, d'une société généreuse, d'une société solidaire qui doit offrir des services publics de qualité à tout le monde, c'est que le système de santé puisse s'améliorer sans se privatiser. Donc si on veut que la population puisse bénéficier de soins de santé de qualité à long terme, la première chose à faire, c'est de refuser la privatisation du système de santé. Puis ça commence avec les CHSLD, là, les centres d'hébergement pour les personnes malades chroniques ou les personnes âgées qui se font actuellement de plus en plus en mode privé. Je pense que vous en avez un à Granby, qui est en projet. J'espère que vous allez aider Éric à s'assurer que ça reste à l'état de projet puis que le projet soit jeté à la poubelle. Parce qu'on le sait déjà à Saint-Lambert, là, ça a été fait à Saint-Lambert, d'ailleurs dans l'endroit où habitent mes parents.
puis c'est un fiasco. Même si on le cache, le gouvernement est en damage control, mais c'est un vrai fiasco en termes de satisfaction des patients pour les services, puis ça nous coûte cher. Deuxièmement, la chose la plus importante à faire, c'est d'assurer des soins de première ligne. C'est pour ça que Québec solidaire met l'emphase sur les CLSC, parce que c'est ce qu'on a prévu de mieux. Plusieurs pays d'ailleurs viennent, on l'a dit en point de presse, nous copier pour un système que nous sommes les premiers à avoir développé, des centres locaux de services de santé intégrés qui impliquent les soins communautaires, les soins, c'est-à-dire les services sociaux. C'est pas parce que le système n'était pas bon qu'il est inefficace, c'est parce que le corps médical, l'establishment médical l'a abandonné. Pourquoi? Parce que dans ce système-là, il est prévu que les médecins, les infirmières, les intervenants sociaux, même les personnels de soutien se mettent ensemble pour décider, fonctionnent démocratiquement. Puis ça, c'est sûr qu'en Amérique du Nord, avec l'idéologie de l'establishment médical dominant qui est très hiérarchique, le médecin est dans une classe à part, il n'y a pas à rendre compte au reste du personnel, ça ne marche pas très bien. Je ne dis pas que tous les médecins sont comme ça, mais ceux qui contrôlent nos corporations, malheureusement, sont très proches de cette idée-là. Dans les facultés, les formations, je peux en parler, je pense qu'il y a d'autres intervenants dans la salle. Dans le corps médical, les CLSC, c'est pas bien perçu. Parce que là, il faut discuter avec tout le monde, on n'a pas le temps pour ça, tatata. C'est là le problème qui a fait que depuis 25 ans à peu près, peu à peu, les CLSC ont abandonné. Pourtant, on a payé de nos poches, le réseau existe, les locaux existent, l'équipement existe, puis on ne le met pas à bon escient. Le CLSC n'offre, vous le savez, je pense qu'ici, il y a plusieurs CLSC qui n'ont même pas de médecin. Donc, Québec solidaire va investir massivement, 600 millions de dollars directement dans les CLSC, plus un autre 200 millions dans la reconnaissance du travail des médecins de famille qui veulent justement travailler en première ligne, en GMF et en CLSC, pour offrir des soins de qualité, mais en première ligne pour désengorger les urgences. Pas seulement ça, parce qu'en faisant ce travail au CLSC avec une approche préventive, chaque dollar qu'on investit en prévention, on épargne des coûts ailleurs. On le sait, chaque dollar investi en prévention, suivant certains calculs, c'est 1,7 $ d'épargner ailleurs dans le système curatif. Donc, dans le fond, quand on investit dans la prévention, dans les soins à domicile, dans l'approche préventive, on fait des économies. On pourrait dire que ce n'est même pas des dépenses, c'est des économies. Ça, c'est sans parler du fait qu'on sait aussi que la pauvreté a des coûts. Pour le DSP de Montréal, Direction de santé publique de Montréal, il y a quelques années, l'étude qu'ils ont publiée, la pauvreté, les inégalités sociales sont responsables des 20% des coûts de la santé. Encore il y a une semaine et demie, c'était la semaine dernière, Tommy Kulchik, le directeur de Fondation Jeunesse au Soleil, je m'excuse, directeur de Fondation Jeunesse au Soleil, qui a été pendant quelques années président de la table des organismes consultatifs sur la lutte à la pauvreté. Il citait la dernière étude qui a été faite en Ontario. En Ontario, le ministère de la Santé a fait une étude pour voir les impacts, les coûts de la pauvreté, non seulement sur la santé, mais sur l'ensemble de la société. Ils se sont rendus compte que ça coûte à l'Ontario, la pauvreté coûte à l'Ontario 27 milliards de dollars en dépenses supplémentaires. Pas seulement en santé, mais aussi dans la lutte à la délinquance, dans les interventions sociales, dans les prisons, dans toutes sortes de problèmes. Donc, on est certain, nous, que quand Québec solidaire dit que c'est là qu'il faut mettre notre argent, à éradiquer la pauvreté, puis dans les soins de première ligne, c'est la meilleure chose qu'on peut faire, c'est le meilleur service qu'on peut rendre pour améliorer les systèmes de santé et pour offrir des soins de santé de qualité à tout le monde. C'est sûr que tout ça, c'est pas dans un vide, il y a aussi le fait, quand on dit éradiquer la pauvreté, diminuer la précarité, c'est pour ça que Québec solidaire a aussi son plan de revenu minimum garanti universel, c'est-à-dire 12 000 $ par année pour tout le monde. Donc, on ramène tout le monde à 12 000 $. Tous ceux qui, pour différentes raisons, ont des revenus moindres, on paye la différence pour s'assurer qu'on assure à tout le monde la rencontre de leurs besoins de base. On commence par les personnes les plus vulnérables, puis au terme de 4 à 5 ans, ça inclut également les étudiants québécois. Donc, il y aura plus on ramasse les prêts et bourses, on ramasse l'aide sociale, on ramasse les mesures de soutien, on met ça tout dans un paquet, on investit 3,4 milliards de dollars, 3,4 ou 3,49, bref, dans ce coup-là, dans l'éradication, dans
le plan le plus ambitieux, le plus énergique pour éradiquer une fois pour toutes la pauvreté crasse et la misère au Québec. Il y a le soutien aux aînés. Je vous ai parlé du soutien à domicile. Je ne vous ai pas parlé des centaines, 300 millions de dollars qu'on investit également pour des soins à domicile, c'est-à-dire augmenter la disponibilité des lits de soins chroniques en dehors des hôpitaux, dans des environnements adéquats pour nos aînés. Mais également, on pense que trop d'aînés encore, surtout des femmes à l'âge de la retraite, sont abandonnés par nos pensions, par les régimes de pension dans les régimes de retraite actuels. Ceux qui ont eu la chance de travailler dans les services publics, dans les institutions parapubliques, heureusement, sont protégés parce qu'on s'est doté de ça. On a assuré qu'on traite dignement nos personnes âgées. Mais il y a des milliers, des milliers, des milliers de femmes et d'hommes qui ont travaillé toute leur vie dans le secteur privé, puis ils n'ont pas cette chance-là, ils n'ont pas des revenus adéquats. En fait, la moitié des aînés ont des revenus qu'ils ne rencontrent pas. Ont des revenus en provenance, le revenu direct, là, si on ne parle pas des soutiens aux revenus offerts par le gouvernement, qui n'ont pas les revenus essentiels pour rencontrer leurs besoins de base. Et on trouve que c'est tout à fait inacceptable de les abandonner, d'où un régime de pension universelle qui assure au moins 60% de leurs revenus, de leurs meilleurs revenus durant leur année de travail, de manière à s'assurer qu'un Québec solidaire est solidaire de tout le monde, y compris de ceux qui ont contribué à bâtir ce Québec des solidarités. Merci beaucoup tout le monde et je laisse la parole à mes